Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter M. Cahouette. On m'a approché le service de l'enseignement pour le présenter parce que je le connaissais. Je peux vous dire humblement que je ne le connais pas vraiment. Je le connais pour avoir lu ses différents ouvrages, pour avoir discuté à quelques reprises avec lui, mais surtout pour l'avoir écouté, comme je le fais aujourd'hui, dans un auditorium ou dans un gymnase d'école. C'est la plus grande connaissance que j'ai de lui. Je vous décrirais M. Cahouette comme un homme d'une extrême cohérence. Ses croyances et ses positions en ce qui concerne l'éducation, l'apprentissage, se sont toujours concrétisées par des actions. Vous allez voir plus tard, quand je vais vous lire ses expertises professionnelles, que M. Cahouette n'est pas juste un homme de réflexion, mais un homme axé sur l'action. Je dirais qu'il a le courage de mettre de l'avant ses positions, même si celles-ci ne sont pas toujours à la mode, même si elles vont au-delà des programmes qui ont été en cours de façon variée au cours de sa carrière. Pourquoi? Je pense que c'est tout simplement parce que ce qui le guide, c'est l'écoute des jeunes. Je sens que M. Cahouette est une personne qui écoute les gens qui sont devant lui et que c'est à partir de ce constat-là qu'il est capable d'œuvrer, qu'il est capable de mettre de l'avant des actions pour donner du sens au projet d'apprentissage des jeunes qui côtoient, et je dirais même des adultes, parce qu'il n'a pas uniquement travaillé avec des adultes. Donc, je pense que c'est le sujet premier de notre conférence qui part de la différence, donc de la différenciation. Je vais vous lire son expertise professionnelle en quelques mots avant de donner la parole à M. Cahouette. Alors, M. Cahouette est professeur honoraire du département de psychologie de l'Université de Montréal. Il est rattaché à l'option psychologie de l'éducation qu'il a fondée en 1968 et il a enseigné jusqu'en 1998. Il a fait partie de la mission franco-québécoise pour la prospective et l'innovation en éducation. Il y a un rapport qui a été publié en 1976 sous le titre de l'école de demain. En 1974, il fondait avec Denise Godette l'école alternative Jonathan, devenue la pionnière des écoles publiques alternatives au Québec, et ses 4 enfants ont fréquenté. En 1975, Charles Cahouette créait la corporation CEPEC et mettait sur pied 2 fermes éducatives pour décrocheurs. Il a également représenté le Canada à un colloque international sur la participation et l'autogestion en éducation, organisé par l'UNESCO. Il a aussi de nombreux articles qui ont été publiés, dont la qualité de l'éducation, l'éducation en milieu urbain, construire un espace commun. Conférencier recherché, il a été invité dans différentes universités du Québec et lors de divers congrès internationaux, tant aux États-Unis, en Europe qu'en Asie. Au Québec, Charles Cahouette est surtout reconnu pour ses travaux et ses positions sur l'éducation en milieu défavorisé, les décrocheurs, la prévention, la relation éducative et tout le mouvement alternatif en éducation, au niveau primaire jusqu'au niveau universitaire. Depuis quelques années, il se consacre plus particulièrement à l'amélioration de la qualité de vie dans les milieux de travail et d'éducation, les approches transpersonnelles et enfin l'éducation à la citoyenneté mondiale. Plus récemment, en 2001, il fondait l'école Le Vitrail, la première école secondaire alternative de la commission scolaire de Montréal. Il mettait également sur pied la fondation Le Vitrail dans le but d'aider l'école et d'autres projets éducatifs partageant la même philosophie et le même projet de société. Charles Cahouette est l'auteur de volumes Si on parlait d'éducation pour un nouveau projet de société et Éduquer pour la vie. Alors, on peut voir que son bagage et ses actions sont nombreuses. Je vous laisse donc écouter à votre tour, M. Cahouette. Bonjour tout le monde, bon matin, bon début d'année. Je ne sais pas si vous avez commencé comme moi hier matin, le retour à l'école, avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. J'imagine c'est ce qui explique le bruit qu'il y avait tantôt. Et j'aimerais que vous demeuriez aussi brillants et brillants toute l'année. Et ce matin, nous allons réfléchir ensemble. Que ce soit un moment de réflexion
se demander, avant de se lancer dans l'action, ou avant d'être noyé même dans le quotidien, quel sens tout ça peut avoir pour les jeunes, mais quel sens ça peut avoir pour nous dans notre vie, parce que c'est beaucoup de notre vie qui se passe à l'école, beaucoup d'années. Est-ce que c'est encore un métier qu'on choisirait? Est-ce qu'on vit notre métier de la manière dont on le voudrait? Est-ce qu'on vit la vie qu'on voudrait vivre? Parce que je pense qu'il n'y en a rien qu'une. S'il y en a d'autres après, tant mieux, mais il ne faut pas manquer celle-là. Parce qu'on a le pouvoir là-dessus. C'est pour ça que je veux vous amener à réfléchir, non pas à vous résigner, mais dire, j'ai le pouvoir sur mes états d'âme, j'ai le pouvoir sur ma manière d'être et de vivre, et j'ai le pouvoir aussi sur la perception que je donne de moi et que j'ai des autres. Et je regarde en avant, après je regarde de l'autre côté, ça se ressemble un peu. Dans le sens que ça me paraît aussi diversifié. Et je dis, si j'avais une classe comme ça, comment je m'y prendrais? Et c'est ça la question de la différenciation pédagogique. C'est comment permettre à chacun de devenir lui-même. Je regrette qu'on en ait fait une espèce de chose compliquée, comme s'il fallait s'adapter, adapter la mécanique, les approches, le langage et autres. Non, il s'agit simplement de permettre à chacun de devenir lui-même. Et quelqu'un qui devient lui-même devient forcément différent des autres. Et s'il se sent respecté, s'il apprend à se respecter lui-même, le gros défi de l'éducation, s'il apprend à vivre et à devenir qui il veut être avec notre aide, je pense qu'on fait quelqu'un de correct. Et c'est ça le sens de notre mission. Je veux pas, je suis pas accepté d'être traité de sentimental, on parle de l'utopie plus tard, mais d'être sentimental, je continue de croire, après 40 ans de travail en éducation, que l'éducation, c'est le plus beau métier du monde, c'est sûr, le plus responsable, le plus engageant, qui demande le plus d'authenticité, mais je crois que éduquer demeure essentiellement et fondamentalement un acte d'amour. Et j'espère que ça ne vous paraît pas moins scientifique, parce que c'est reconnaître que, comme parents, on donne la vie, bien sûr, mais comme éducateur, à la fois comme parent et comme enseignant, on essaie d'aider les jeunes à donner un sens à leur vie. Donner la vie ne suffit pas. Il faut qu'on aide les jeunes à se développer, à donner un sens à leur vie, à l'assumer, à devenir le plus possible ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent devenir, et très tôt, les sensibiliser à la contribution qu'ils peuvent avoir dans la société. Et je pense que c'est un peu l'expérience qui était apportée avec ceux de secondaire 5 l'an dernier. Sensibiliser les jeunes, non seulement à leur propre performance, à leur développement, mais à leur responsabilité, que leur vie ait du sens, c'est-à-dire qu'on laisse des traces. C'est ça qu'on aide aussi, c'est parce que j'ai existé, qu'il y a un petit peu plus de qualité de vie, un peu plus de joie de vivre, j'adhère, juste ça, avoir réussi une petite contribution, parce que je crois que nous sommes responsables de cette joie de vivre. Ça ne va pas nous tomber dessus, nous sommes responsables de la bâtir et éduquer, je pense, c'est apprendre à quelqu'un à vivre dans la joie. Il faut arrêter de penser que c'est une solution de facilité, nous apprendre à vivre dans la joie, le plaisir de faire des efforts, le plaisir de s'actualiser, de réaliser ses talents, le plaisir d'aider d'autres personnes et le plaisir de collaborer. Et tout ça, si on est d'accord là-dessus, j'espère que vous imaginez que ça transforme beaucoup le milieu scolaire et la pratique pédagogique. On n'est pas là pour développer des individualismes. On n'est pas là pour créer de la compétition, de l'intolérance. On est là pour créer de nouvelles valeurs parce que nous sommes en train de bâtir une société. Et souvent, je pense que le quotidien nous empêche, nous aide pas suffisamment à réaliser qu'on a de l'impact, que chacun de vous a de l'impact réel et à long terme sur des milliers de jeunes. La société de demain va être en grande partie un peu le reflet de ce que vous avez été avec eux, de ce que vous avez été avec ces jeunes. Et c'est ça qui doit nous stimuler. Nous ne sommes pas là pour des programmes, nous ne sommes pas là pour des contenus, nous ne sommes pas là pour développer des apprentissages à court terme qui sont souvent oubliés. On n'est pas là même pour développer ce qu'on appelle des compétences, le temps, le mot à la mode. On est là pour développer des êtres humains
qui doivent apprendre à vivre sur notre planète, à vivre en société, à vivre en santé. Et il est là le gros défi, au fond, c'est que la réforme dont on parle nous ramène à l'essentiel, développer des êtres humains aussi épanouis, responsables, capables d'amitié, de coopération et de partage avec les autres. Souvent, on le fait dans un but d'émulation, de compétition, de préoccupation de type industriel, de pousser chez les jeunes le plus possible, faire apprendre sous pression, faire performer, etc., le palmarès, c'est une honte. Alors, on a été dans ce sens-là, on s'est fait embarquer, et tout à coup, on réalise que maintenant, il faut réapprendre à vivre. Il faut que l'école apprenne à des jeunes à vivre de façon différente, de façon humaine sur la planète. Et c'est à l'école que ça doit s'apprendre. On doit apprendre à vivre à l'école. À vivre, ça veut dire se développer sous toutes les dimensions, évidemment, sur le plan intellectuel, sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan de la créativité. Et pour que ça existe, il faut qu'ils soient en contact avec les adultes. Il faut redonner la priorité à la relation éducative et non pas au programme, aux didactiques, aux gestions de classe et autres. Redonner la priorité à ce qui est l'acte même de l'éducation, c'est d'être en relation. Et c'est ça notre priorité. Et quand j'entre en relation avec chacun des individus qui sont dans ma classe, chacun des jeunes, ben c'est ça. Respecter les différences individuelles. C'est établir une relation significative avec chacun des jeunes. Tantôt, on a parlé du code de vie, ça m'a rappelé l'expérience que j'ai vécue. Mon dernier a fini son secondaire l'an dernier. J'étais allé à la présentation du code de vie. On expliquait, c'était un code de vie, mais pour moi c'était un code disciplinaire, juste. On expliquait les retards, les habillements, les personnes, les discussions, les travaux. Et les absences, je trouvais ça drôle parce que quand j'étais jeune, j'ose pas dire quand j'étais petit, ça m'aide le monde pour Mais quand j'étais jeune, on allait à l'école, on disait, c'est les jeunes qu'il faut motiver. Et là, on me disait, maintenant, c'est les absences qu'il faut motiver. J'ai l'impression que le monde de l'éducation, que je connais beaucoup à tous les niveaux, du préscolaire, des CPE jusqu'à l'université, est un monde de plus en plus agité. Et j'aurais d'où que quelqu'un comme moi, évidemment, puisque je suis là, mais que quelqu'un nous dise, on va se calmer, on va juste reprendre notre souffle, retrouver le sens de ce qu'on fait tous les jours. On est très occupé, on travaille fort, on n'a pas d'ouvrage à la maison, on a toujours quelque chose à corriger ou à préparer ou à évaluer. Et tout ce qu'on dit, est-ce qu'on pourrait tout à coup prendre le temps de réaliser qu'on est sur la planète pour un petit bout de temps? On est sorti de l'éternité, puis je pense qu'on y retourne. L'éternité, c'est une manière de dire le néant. Alors que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. On peut s'y attendre un peu, mais juste tout à coup réaliser qu'on a une mission incroyable, qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des numéros, on est des individus uniques. Et le message qu'il y a là-dedans, ça veut dire qu'on ne pourra jamais respecter les différences individuelles chez les jeunes si on ne les respecte pas chez les adultes. Vous êtes aussi uniques et différents que le sont les jeunes. Il faut que les jeunes s'en aperçoivent. On ne peut pas se cacher derrière des conventions, des programmes, des normes, des règlements et disparaître. Il faut être capable d'entrer en relation avec les jeunes parce que c'est ça qui donne l'énergie. L'énergie vitale, l'enthousiasme dont on a besoin pour bien fonctionner comme enseignant, comme éducateur, nous vient de la relation qu'on a avec les jeunes. On se coupe de notre source de vie, d'enthousiasme, quand on devient impersonnel et qu'on ne connaît plus les jeunes, qu'on ne sait pas leur nom, qu'on ne peut pas être en relation avec. Et c'est peut-être ça l'avantage de la réforme actuelle, c'est qu'elle permet ça. Elle ne l'impose pas, elle permet ça. Voici comment ça a été présenté, cette réforme. Le nouveau programme s'appliquera à présenter les différentes matières, non pas comme des connaissances à apprendre, mais comme des problèmes à résoudre, qui développent l'intelligence, habituée au travail personnel. Un programme qui fait appel à des procédés et des méthodes qui favorisent la spontanéité, l'esprit d'initiative et de coopération, l'usage de la liberté qui forme son caractère et développe sa personnalité. On ne peut pas être d'accord avec ça. Et ce que je viens de vous lire a été écrit en 1948.
la réforme proposée par le département de l'instruction publique en 1948. Ça fait l'air avant-gardiste à ce moment-là. Et ce qui est pire, c'est que ça l'était encore. Et après cette réforme, qui est toujours en suspens, il y a eu l'autre en 59, une autre en 67 avec le rapport Parent, une en 79 avec le programme par objectif, le programme du millénaire, les nouvelles propositions du ministère. J'ose pas dire des ministres parce qu'on ne sait plus quel chiffre mettre en avant, mais du ministère. Et je me dis toujours, au moment où on parle de la réforme, oui, mais avant de faire ça là, il faudrait peut-être comprendre pourquoi les autres n'ont pas eu lieu. Et même, je dirais, pourquoi on appelle ça des réformes? Je pense que ça fait partie de notre vie professionnelle, notre responsabilité de reviser nos pratiques, d'améliorer, etc. Mais là, on parle de réformes à tous les fois, et j'ai l'impression qu'on tient notre attention sur la mécanique, comme s'il fallait améliorer notre train de mesure, notre pédagogie, nos didactiques, nos critères de classement. On travaille sur la mécanique, alors que la vraie question que je me pose, c'est pas la locomotive et qu'il faut changer, il faut se demander juste, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Et ça, il n'y a pas de réponse à ça. Mettons qu'on augmente la moyenne de tout le monde en français, en mathématiques et en anglais. Mettons qu'on a une augmentation de la fréquentation scolaire. Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint notre objectif? On dirait que ça va rassurer tout le monde, on va être en compétition avec d'autres pays, les Belges, les Français ou d'autres, les Suisses. Mais est-ce qu'il reste quelque chose de tout ça? Et tout de suite, et pour traduire mon cynisme habituel, qui me stimule moi-même, comme un petit peu de vinaigre, c'est peut-être fait. La réussite scolaire a beaucoup d'importance dans la vie, ça nous marque à long terme, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut réussir avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait 20-25% des enfants qui ont l'impression qu'ils ne valent plus rien, puis qu'ils se détruisent, puis qu'ils s'éclairent de la vie. On ne peut pas laisser faire ça. Alors je me suis dit, la réussite éducative est importante. Là, je vais comparer, je vais essayer de comparer ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Au niveau universitaire, j'étais à ce moment-là, au niveau de maîtrise. Et j'essaie de voir la différence qu'il y avait donc entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Et ce que j'ai découvert, puis je sais que j'allais rire, mais c'est sérieux, j'ai découvert que ceux qui réussissent, c'est ceux qui oublient après l'examen, ceux qui échouent, c'est ceux qui oublient avant l'examen. 15 jours, un petit peu plus de différence. Et tout ça m'inquiétait beaucoup. Parce que j'enseignais des gens de maîtrise, on parlait de troubles d'apprentissage et de perception. On me disait, t'as appris ça l'année passée, t'as eu un cours là-dessus. Oh oui, je viens de faire ça. C'était un travail d'équipe, on avait un bon dans notre gang, etc. Je me disais, oui, mais le contenu n'était pas là, ça n'a pas de bon sens, puis il y avait une bonne note, il y avait 88. Je me disais, ça doit dire quelque chose. Oui, ça, ils ont appris, hein. À cause de nous autres, ils ont appris à apprendre pour l'examen. Puis l'examen, s'il est prévu pour le 12 octobre, c'est pas le 15 que tu donnes. Les professeurs de médecine en anatomie ont été prévenus. Quand on a tout rentré ça frais, tu passes l'examen. Cette journée-là, ils font pas de grève la journée d'examen. Et je me disais, si 15 jours, 6 mois après, ils n'ont pas obtenu ça, quelles compétences sont garanties? Comment ça se fait qu'à chaque année, les profs, il faut qu'on reprenne ça, c'était au programme l'année passée, comment ça se fait, puis tu as réussi en plus. Et on dirait que c'est pas intégré. Et on pense qu'il faut répéter, et ça n'aide pas non plus. Parce que d'autres aussi, ils répètent. Mais quand on leur dit plus rien, ils ne répètent plus rien. Je pense qu'il faut cesser cette conception de l'éducation qu'on a 7, 8, 10, 12 ans pour remplir le monde d'une certaine connaissance, d'une culture, puis ils vont faire leur vie avec ça. Ils se ramassent en éducation des adultes qui ont d'autres besoins. Mais je travaille aussi avec les analphabètes. Et 27% des analphabètes ont actuellement entre 25 et 35 ans. Donc, des gens qui ont fait au moins 10 ans de scolarité obligatoire, mais ils ont fait quand même 10 ans d'école. Puis comment ça se fait que là, on leur soumet un journal, ils lisent le titre, ça peut aller, c'est écrit gros, puis c'est pas des phrases complexes. Mais quand ils prennent une phrase, ils commencent à décoller ça tranquillement, ils réussissent, ils se rendent au bout, mais comment ça a commencé, là, ils ne se souviennent plus.
On dit, vous ne savez dire pas, mais c'était des mauvais souvenirs d'école ou autre chose, mais ils n'ont pas découvert qu'il y avait un plaisir à apprendre. Et c'est peut-être ça notre défi. Non pas leur faire apprendre des choses pour l'examen, pour l'évaluation, mais leur montrer qu'il y a du plaisir à apprendre des choses, à maîtriser, à devenir compétent, et tout ça pour s'actualiser, puis pour aider d'autres mondes, puis pour partager le savoir. Ça devrait être ça, l'éducation. Apprendre à vivre un peu plus en harmonie les uns avec les autres. Et respecter les différences, et respecter les personnes tout court. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus différents. Il y en a qui ont besoin un peu plus d'attention, d'encadrement et autres. Et il faut pouvoir leur donner. Il y a eu un certain mythe au sujet de l'intégration, que c'est un succès social incroyable. C'est tous ceux qui avaient des handicaps, les fameux là, qu'on pouvait les rentrer un peu partout, les distribuer dans les classes. Mais il ne suffit pas de les mettre dans les classes, c'est pas de la cohabitation. Il faut qu'ils s'intègrent, il faut qu'ils deviennent une partie vivante, active et contribuante de la classe. Et ça demande de l'aide, ça demande de l'encadrement, et ça demande aussi une relation très personnelle, très privilégiée, je dirais, à des gens qui ont plus de besoins. Les besoins fondamentaux, les mêmes que nous, mais aussi des besoins particuliers au niveau de la communication. Et c'est quand les gens sentent qu'on a le temps de leur donner ça, que les autres élèves apprennent aussi à leur donner ça. C'est là qu'on devient éducateur, non pas seulement enseignant, quand j'apprends les jeunes à respecter les différences les uns des autres, les différences culturelles, les différences sociales, intellectuelles, affectives. Et je pense qu'il y a une espèce de mythe, là, on parle beaucoup de différenciation pédagogique, je vais aller travailler là-dessus, puis je vais essayer de suivre vos travaux, je vais en profiter, je vais apprendre à travers votre expérience. Mais c'est vu un peu encore comme une espèce de technique qu'on doit développer pour réussir en même temps à motiver tout le monde à apprendre en même temps, presque de la même manière, en fonction d'une évaluation qui vient de l'extérieur. Et c'est contradictoire. Il faut s'opposer. Bon, je deviens mauvais quand je parle d'évaluation, parce que c'est la responsabilité la plus importante d'un éducateur. C'est son geste professionnel essentiel, parce que ça lui permet de voir qu'est-ce qui passe et quel est le besoin du jeune. La vraie évaluation, c'est de quelle aide le jeune a besoin pour qu'il puisse se développer au maximum. Et quand c'est par de l'extérieur qu'on fait faire ça, quand c'est les performances qu'on évalue, alors que c'est pas ça qu'on a développé, qu'on y met sur des compétences, puis qu'ensuite on essaie d'avoir un bulletin qualitatif, j'ai vu votre bulletin, j'ai vu celui de Montréal, CSDN, je me dis, ouais, je suis pas sûr que les parents comprennent ce qu'il y a dedans, alors, réinvestir sa compréhension, puis lire l'organisation de la société. Que moi, je ne comprenais pas, j'étais content d'avoir fini mon livre. Il faut revenir à plus de simplicité. Non pas simplement pour que les parents comprennent, mais pour que nous-mêmes on comprenne un peu plus et pour aider un jeune à se situer par rapport à ça. Le progrès continue, oui, c'est l'évaluation continue, et la personne, le professionnel, c'est vous autres. Le professionnel le mieux placé pour évaluer le progrès d'un enfant, c'est celui qui est en classe, qui est en relation avec, c'est pas l'examen qui vient, ou de la commission du ministère. Ça, c'est correct qu'il y ait parfois ce genre d'épreuve, comme il y a des Olympiques. Hein, on ne fait pas d'éducation physique pour les Olympiques. Et on devrait évaluer pour mieux éduquer, c'est-à-dire mieux comprendre le besoin, qu'est-ce qui est maîtrisé, qu'est-ce qui n'est pas, quelle est la difficulté. Et on revient à la qualité première, qui est celle de l'observation. Du temps d'observation où le prof n'est pas toujours préoccupé de transmettre un contenu, puis se dépêcher, parce que si on ne voit pas tout le programme, il va être pénalisé à l'examen. Quand il y a un prof qui m'a appelé, il dit, j'ai remarqué la classe qui ne comprend pas, est-ce que je répète pour eux autres, ou est-ce que je vois le suite du programme pour l'autre moitié, parce que l'examen s'en vient? Puis je dis, hey, on est poussé de la folie furieuse, là. Le professionnel n'accepte pas de se faire imposer des choses qui n'ont pas de sens. Il faut qu'on arrive à une évaluation qui est un geste professionnel qui évalue les progrès de l'enfant, qui est capable de les identifier, qui est capable d'identifier les besoins, aider l'enfant lui-même à être conscient de ça, aider les collègues à être conscients, aider les parents aussi à poursuivre le geste d'éducation. Ça peut être inquiétant pour certains qui veulent surtout des évaluations comparatives. Il y a même un président d'association de parents, j'ai eu honte d'entendre ça, qui dit, si on m'annonce que ma fille a eu 88 en chimie, je vais être très fier. Mais s'il rajoute, oui, mais il y en avait 10 qui étaient plus forts qu'elle, oh ben là, je viens de déprimer. J'ai dit, c'est la folie furieuse.
Est-ce que c'est ça l'ambition qu'on a un parent qui soit le premier casse partout, tout ça en pensant que ça ouvre des portes, ça ouvre des portes, mais si jeune a plus le goût d'avancer, les portes ouvertes, ça ne dérange pas. On peut tout leur ouvrir des portes, on enlève le goût d'avancer. C'est pas normal qu'il y ait si peu de jeunes qui aient plaisir et qui aient enthousiasme à l'école. Parce que peut-être qu'on se présente à eux des mains liées en disant « Je veux développer ta créativité, ton autonomie, ta responsabilisation, tout ça. » Sauf que moi ici, j'ai pas la possibilité d'être créatif, j'ai pas la possibilité de partir de mes intérêts à moi, et je suis obligé de te mettre en rang d'évaluer parce qu'on veut savoir quels sont les 10%, ou 15%, ou 20 maintenant qui vont aller au cégep, et les 13% qui vont à l'université. On n'est pas là pour faire de la sélection, on est là pour rendre chaque individu capable de devenir lui-même le plus ce qu'il veut être, ce qu'il peut être. Il y a des choses qui se comparent pas. Je regardais ce qu'il y a là, je dis, tu peux pas mettre des notes là-dessus. Quelqu'un dit, oui, mais d'après toi, c'est-tu plutôt Picasso ou bien Beethoven qui serait premier? Je ne sais pas, là. Je ne sais pas qui est premier. C'est deux bonnes affaires. C'est-tu ton plombier ou ton cuisinier qui est meilleur? Ben là, je sais pas. Quand j'ai un truc de plombier, c'est mon plombier. Si on développait, aider l'enfant à découvrir ce qu'il y a d'unique en lui. Et ça évite les comparaisons. Ce qu'il y a d'unique, demande à l'enfant, qu'est-ce que tu trouves que tu as d'unique? C'est quoi ta contribution? C'est quoi qui te rendrait heureux? Et on va apprendre ça à l'école. Les jeunes ont soif d'apprendre. Peut-être pas assez. Peut-être que c'est ça qu'on leur enlève, parce que je travaille beaucoup dans les CPE, je vais avoir la soif d'apprendre, et parfois je dis aux éducateurs, protégez-les contre les pressions excessives des parents. Il y a des parents qui voudraient qu'on se prépare tout de suite, aller plus loin, peut-être plus fort, puis bon. Ils sont mal pris parce que c'est notre société industrielle, mais ils se plaignent de ça. À un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut qu'on commence à apprendre ensemble, parce que notre mission d'éducateur, c'est de travailler sur la génération qui nous suit, apprendre ensemble à créer des êtres humains différents. Des êtres humains qui vont être un peu plus en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec les autres, en harmonie avec l'environnement. Au fond, il faut redevenir éducateur. Il faut que l'école redevienne éducante. Je pense qu'on s'est laissé prendre avec le rôle d'être formé, instruit, qualifié, etc. Qu'on a oublié que c'est d'abord éduquer. Ça, c'est un processus à long terme qui se fait en complémentarité avec la famille, avec les masses médias, avec ce qui se passe dans la société. Et les jeunes ont beaucoup de préoccupations. Pour moi, un bon enseignant, c'est celui qui parle non pas du programme, mais des questions que les jeunes peuvent avoir dans leur tête. Et les amener à se poser des questions. Parce qu'ils ont l'impression que maintenant, ils s'assoient, on va leur dire, on leur donne la question et la réponse, et c'est juste qu'ils apprennent à matcher ça ensemble. Là. C'est le gros défi. Je pense qu'il faut retrouver, il faudrait profiter de ce moment-ci pour que vous retrouviez quel est le sens du travail que je fais à tous les jours. C'est-tu encore quelque chose que j'aime? C'est-tu quelque chose qui me stimule? C'est quelque chose que j'ai le goût de poursuivre pendant des années et qui me laisse en santé. Parce que je travaille à la prévention du burn-out chez plusieurs enseignants d'épuisement. C'est venu drôle parce qu'on a fait, justement ici à Laval, ça m'apprendra. On va vérifier, ça a l'air correct? Moi aussi. Sinon, je suis correct, pas moi. J'ai été à la bonne école. Bon, vous me demandez où j'étais rendu, je ne savais pas plus que moi. Ah bon? Ok. Donc, je travaille à l'épuisement. Alors, ici à Laval, au secondaire, en secondaire 3, on a fait une enquête sur l'état de santé mentale des adolescents de secondaire 3, l'enthousiasme, les projets, etc. Et il y avait 37% des jeunes qui avaient beaucoup de désespérance, beaucoup de
c'est pas de la dépression, mais beaucoup de difficultés à faire bien dans leur peau. Plusieurs des idéations suicidaires et des idées de décrochage. Donc, pour qui c'est forçant de vivre et que c'est forçant d'aller à l'école, et quand il est à l'école, c'est quelque chose de forçant en plus de ce qu'ils vivent déjà. Et souvent, on devient très exigeant sans prendre le temps de réaliser. Peut-être que déjà vivre, c'est forçant pour lui. Quand on dit que les jeunes n'ont pas le sens d'effort, on dit, oh, attends un peu, essaie de vérifier pourquoi ils forcent déjà. D'endurer des adultes, des parents, des voisins incohérents, qui font des pressions dans tous les sens, qui chialent contre l'autorité, contre la justice, contre les taxes, contre à peu près tout. Et on veut préparer les jeunes à rentrer là-dedans, mais si c'est pas bien là-dedans, pourquoi je ferais ça? Alors, on a été très surpris, et quand on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, ça devient très dramatique qu'il y ait autant de notre jeunesse qui soit mal dans sa peau, là. Sans penser tout de suite les choses des pires, il reste que c'est sérieux. Et on va parler aux enseignants, et l'enseignant dit, ben, enseignez donc votre questionnaire. Et il y avait 37% des enseignants qui approuvaient à peu près la même chose. Je vais me rendre au bout, je vais me rendre à ma retraite, mais là, si ça ne change pas, on devient, ils se sentaient de plus en plus dépersonnalisés dans leur tâche. On devient presque des numéros, des machines, et il faut rentrer dans la salle des profs. C'est bien beau, tu as la différence individuelle, j'en parle, tout ça. Mais quand tu es différent, tu te permets d'être différent, donc tu deviens un peu marginal. Tu arrives dans la salle des profs, puis tout à coup c'est drôle, les gens s'en vont discrètement, mais tu te ramasses tout seul. Il n'y a personne qui intéresse ce que tu fais, arrête le téléphone, ton affaire. Tu dis, oh, non, je n'ai pas le goût de ça. Ensuite, tout à coup, ils me demandent de faire la même chose dans ma classe. Puis on dit, hey, notre tolérance les uns vis-à-vis des autres, et les réunions du personnel des écoles, des directrices qui sont des directeurs, ça devrait être ça, que chacun, à toutes les rencontres de journée pédagogique ou plus souvent, a le temps de raconter un peu ses bons coups, de raconter, dans ma classe, j'ai essayé quelque chose, ça a donné ça, puis il y en a qui peuvent travailler avec moi là-dedans, mais que ça devienne un milieu où on forme une équipe, où on travaille ensemble. René Lévesque disait, je ne sais pas s'il avait écrit la phrase, mais je sais qu'il disait ça, qu'on peut amener de force un cheval à la rivière, mais on ne pourra jamais le forcer à boire. Tu peux les amener de force, puis les fouetter, puis ils vont venir jusqu'à la rivière, mais s'ils décident de ne pas boire, ils ne boiront pas. Et avec nos jeunes, c'est un peu la même chose. On leur rend l'école obligatoire, mais notre rôle, c'est de leur donner la soif. Une fois que les jeunes ont soif d'apprendre, soif de comprendre quelque chose, à ce moment-là, on peut commencer vraiment à éduquer. Et les jeunes ont tous des questions qui se posent dans leur tête, et si on répond tout de suite, c'est pas au programme, ou tu verras ça dans 2 ans, ou on l'a vu l'année passée, etc. On enlève la curiosité. Et ça devrait être ça, des vrais examens, ça devrait être quelles sont les questions que tu te poses. Il n'y a pas quelle réponse tu donnes à mes questions. Quelles sont tes propres questions? Et si on prend le temps d'aider chacun à sa manière à se développer, à apprendre à sa manière, à apprendre avec ses ressources, à voir ses limites, et à voir comment c'est la complémentarité avec d'autres, tout de suite on a changé notre façon d'être. L'école, la classe, devrait devenir un lieu de création collective du savoir. On arrive ensemble le matin, il y a des choses qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on va apprendre ça ensemble. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? Ben, on peut partir des questions des jeunes. Les projets, c'est d'abord ça. Un projet, c'est l'idée de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose qui vient du jeune. Et les aider à apprendre. À l'école de vitrail dont on a parlé, c'est ça le travail que je fais avec les jeunes, c'est les stratégies cognitives. Dire au fond, là, arrête de mémoriser, commence par observer comme il faut. Observe les détails, retiens ce qui est important. Pose-toi des questions, vérifie. Je trouve ça extraordinaire. Et quand on a fait l'expérience, on a comparé des jeunes qui avaient des difficultés en français, on a fait des cours intensifs de récupération, et avec d'autres, on a fait des stratégies cognitives, appelons ça comme ça, la TI, pourquoi, des stratégies. Et quand on a comparé les résultats ensuite, ceux qui avaient fait des stratégies étaient beaucoup meilleurs, parce qu'ils avaient appris des compétences de base qui sont savoir observer, comparer, analyser, faire des hypothèses, vérifier, expérimenter. Il faut quand tu développes ça, appris à apprendre. Il ne faut pas que ça reste juste un mot. Et le primaire, ça doit être ça. Développer des talents de base qui nous donnent le goût d'apprendre et d'expérimenter dans tous les domaines. L'éducation physique, les arts, la musique, l'histoire, la culture, la géographie, le cinéma, la musique. Il y a tellement de choses que les jeunes font en tête. Et c'est de valeur qu'on a fait l'impression qu'ils ne sont pas intéressés, qu'ils n'apprennent rien et qu'ils ne savent rien. Ils en savent beaucoup des choses. Tu sais, moi, en informatique, je suis content d'avoir l'aide des plus jeunes. Le fameux
copier-coller, je ne maîtrise pas encore, de la misère avec ça. Sur un texte, c'est vrai, mais quand ça vient de Hotmail, là, comment tu copies, que si jamais je le trouve, vous le direz, ça peut être je n'ai pas trouvé encore. Mais la seule réforme qui va se faire, c'est celle à laquelle vous-même vous croyez, celle que vous avez le goût de faire personnellement, pas celle qu'on vous impose, pas les lettres motives, pas les comparaisons, pas les évaluations de palmarès et autres. Je pense, entre autres, à une école dans les milieux défavorisés, où il y a une petite fille qui a, tu sais, étrangère, de culture, de nationalité étrangère, qui avait à l'école, elle était très timide et peureuse. Et les gens ont pris le temps de l'accueillir, puis dans leurs bras, puis de saluer, c'est le fun de te voir. Puis... Et là, ça fait 6 mois, 1 an, la petite arrive à l'école, puis elle est contente, elle salue le monde, elle demande comment ça va, etc. C'est extraordinaire. En français, elle a eu 36 c'est correct, hein? Mais ça a baissé la moyenne de la classe, et l'école se retrouve l'avant-derrière dans le palmarès des écoles, et c'est une honte, c'est méprisant pour ces enseignants-là qui ont été chercher l'enfant où elle était, lui ont donné ce dont elle avait besoin à ce moment-là, et on s'en va évaluer sa note en français. Mais c'est épouvantable. Alors moi, j'ai suggéré à l'école, cessez de transmettre vos résultats si c'est pour faire des palmarès. On n'est pas là pour comparer les écoles. Et ensuite, pour que ça passe, ce message-là, parce qu'il fait l'affaire de tout le monde, sauf qu'il ne passe pas, mais j'ai été dans des écoles plus favorisées, plus performantes, pas des écoles internationales, ils ne m'ont pas invité, mais et à Sophie Baraille ailleurs, et j'aurais dit, par respect pour les écoles qui ont des élèves moins doués, selon nos critères, vous allez cesser aussi de transmettre vos résultats. Il ne faut pas que ce soit juste des écoles faibles ou défavorisées qui arrêtent. Il faut que les autres aussi, on ne croit pas. Bravo, si on a des bons élèves, on les choisit en bonne partie, et ils réussissent bien, puis tant mieux, mais ça ne veut pas dire que les autres ne réussissent pas. Là. Ça n'a pas de bon sens qu'on nous sorte des objectifs d'éducation aussi beaux, de respect des différences, de développement, de la créativité, de la spontanéité, du sens de la coopération. On s'en va évaluer des performances. Il en faut, mais ce n'est pas les premières compétences qui sont là. Et là, on est pris avec un système d'évaluation qui évalue des performances, alors qu'on nous propose de développer des compétences. Et l'évaluation qualitative, bien, les gens, on pense à notre ministre, n'est qu'à mieux avoir des chiffres parce que ça a l'air plus scientifique, ça ne l'est pas, plus précis, puis parce que ça permet de comparer. Or, quand on respecte les différences individuelles, c'est qu'on cesse de comparer. Ça devrait être une évidence pour tout le monde. Respecter les différences, c'est cesser de comparer. Parce qu'on développe des individualités, des individus uniques, comme les adultes le sont. Et j'espère que vous sentez ça, que vous-même, comme adulte, vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit d'être différent des autres, vous avez le droit à votre initiative, parce que c'est ça la réforme qui devrait se faire, c'est retourner à l'initiative, à la créativité, à l'enthousiasme de chacun des enseignants qui sont dans les classes, et redonner la priorité à la relation éducative. Il y a intégration des savoirs uniquement lorsqu'il y a motivation. Un jeune retient ce qui l'intéresse. Il y a motivation quand il y a signification, quand ça a du sens pour lui. Et il y a signification quand ça répond à des besoins qu'il a ressentis lui-même. Et ça, il y a une logique très concrète, très pratique là-dedans. Je vais la répéter pour ceux qui veulent l'écrire, je vois qu'il y en a qui voudraient prendre note, mais il y a intégration lorsqu'il y a motivation. Et il y a motivation lorsqu'il y a signification. Et il y a signification lorsque ça répond à des besoins que l'individu ressent. Il n'a pas de dire « tu as besoin de ça, tu as besoin de ça ». Il faut qu'il ressente lui-même le besoin. Autrement dit, qu'il ressente la soif. Et quand tu as soif, tu bois. Quand tu bois bien, tu digères. Et quand tu digères, tu développes. C'est aussi évident et simple que ça. Et je dis souvent à des profs comme vous que bien sûr qu'ils ont réussi à l'école. La preuve, c'est qu'ils sont devenus profs. Et même si, des fois, c'est pas l'identification d'agresseur, c'est pas grave. Alors, vous avez réussi à l'école, mais ce que je voudrais vous dire aussi, peut-être vous l'apprendre à certains, c'est que c'est l'école aussi qui a réussi avec vous. Vous êtes devenus des gens rassurants, rassurants mais insécures en même temps. Et moins on est sécure, plus on a tendance à répéter en disant « Ben oui, mais toi, t'es passé par l'école, qu'est-ce que c'est pas si mauvais, je comprends, mais je n'ai pas j'ai pris des années pour m'en remettre. » Bon, ok.
L'idée qu'on n'est pas là pour reproduire et qu'il faut tout à coup redécouvrir notre créativité et dire en 2003, quelle sorte de jeunes je dois former. Former des jeunes autrement, c'est ça l'objectif de la réforme. Et éduquer autrement pour qu'on apprenne à vivre autrement. Pourquoi pas vivre plus longtemps, pas plus qu'un quart de siècle, avec la compétition, l'agressivité qui augmente un peu partout. Ça va pas bien sur la planète, j'espère que vous en êtes conscients. Et des fois, on a le goût de ne pas écouter les nouvelles. C'est des attentats partout, c'est de l'intolérance, c'est des criminels. Y a-t-il quelqu'un qui a de l'allure à quelque part dont on pourrait parler? Juste ordinaire. Dire, tu sais, par exemple, les écoles recommencent, les enfants sont heureux d'avoir un milieu où ils vont être stimulés, encadrés, animés, etc. Ça devrait être ça leur joie. Mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui vont encore à l'école avec beaucoup de joie et d'espérance. Y compris en première année, quand ils arrivent avec leur pomme pour la maîtresse, c'est tellement cute. J'espère qu'elle donne des pommes. Alors, comme on l'a dit tantôt, la réussite éducative dont on parle, c'est pas les chiffres dans les bulletins ou les palmarès, c'est pas les notes, c'est pas les performances. La réussite éducative, c'est pas celle des enfants, c'est celle de l'école. C'est l'école qui a comme mission et comme responsabilité de réussir avec chacun des enfants. Votre responsabilité en classe, c'est la réussite éducative. C'est vous qui réussissez à aider chaque enfant à se développer à son rythme, à sa manière, et selon son individualité et ses goûts personnels, et ses passions surtout. Il faut entretenir des passions chez les jeunes, il faut entretenir les rêves, tout ça. Je trouve qu'il y en a qui sont tellement sadiques parfois en disant « Hey, le jeune, la photographie, c'est bien beau, mais c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, puis il commence à prendre tes formules, etc. » Pourquoi décourager un jeune pour dire « Ah, la photographie ?» Parce qu'une jeune l'année passée, justement, il y a 2 ans, passionné de photographie, ça c'est formidable. On a trouvé un photographe professionnel qui l'a accepté comme stagiaire au secondaire. Elle a dépassé la moitié de son temps avec l'autre, elle a fait des contacts, elle a connu le milieu. Bien sûr qu'elle a réussi son académique parce qu'elle avait une raison de réussir. Elle est allée à George William, puis elle est première de classe, puis avec des plus vieux. Si on avait juste ce talent-là de discerner chez les jeunes leur talent réel, leur passion, même limitée. Et ceux qu'on appelle les EDA, les fameux EDA, ça fait pitié un peu d'être étiquetés, qui ont préjugé ça. Mais c'est des enfants qui sont simplement différents, qui ont des talents autres peut-être, qui ont des façons d'apprendre autres. Et surtout, je vais vous le dire en leur nom, ils ont leur manière à eux d'être heureux. On va arrêter de dramatiser que quand un enfant n'entend pas bien ou est sourd, pauvre petit, c'est de valeur, etc. Le petit, il est venu au monde sourd, et il a le droit d'être heureux comme sourd. On va commencer par respecter ça et ne pas se battre avec lui pour le démutiser, faire semblant qu'il parle comme tout le monde alors qu'il n'entend pas. C'est son monde à lui. Alors, on tombe d'un cas extrême, mais l'enfant qui est moins doué pour le raisonnement logico-mathématique, moins doué pour les formules, pour l'écriture, il y a aussi des façons d'apprendre, de s'exprimer. Et c'est ça qu'il faut développer. On va réussir avec les EDA la journée où on va se centrer sur les ressources de ces enfants-là plutôt que sur leurs problèmes. Et on dirait qu'on est en train d'essayer de compenser les problèmes de l'ortho-ci, de l'ortho-ça, de l'orthothérapie, de l'orthophobie, tous les orthos qu'on voudra. Il reste qu'il y a des choses qui se corrigent, des troubles d'apprentissage, des dyslexies profondes. Neurologiquement, ça ne se corrige pas. Mais l'enfant peut apprendre à fonctionner avec ça. Il peut savoir que tout ce qui est à gauche, en fait, c'est à droite pour les autres. Il peut apprendre ça, bien qu'il se retourne comme ça. Je l'ai appris. Alors, l'éducation de la différenciation pédagogique, au fond, commence la journée où on cesse d'avoir une école uniforme, une pédagogie uniforme, des programmes uniformes et une approche uniformisante. C'est rien que ça. C'est de permettre un peu, comme dans n'importe quel jardin, je ne peux pas faire du jeu aux légumes trop, dans n'importe quel jardin, les tomates, les cocombes, les radis, ils poussent chacun leur manière, puis on trouve ça correct. Et on ne va pas les traiter de façon uniforme pour ça. On donne à chacun ce dont il a besoin, comme les enfants, du soleil, de la lumière, de l'alimentation. Donc, beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection. Et ça ne diminue pas l'autorité quand l'enfant sait qu'on l'aime. Il faut éviter, par exemple, de s'en servir pour le manipuler, mais ça renforce le lien et l'enfant apprend à s'aimer à travers notre regard. Et il faut avoir ça comme objectif, que tous les enfants dans ma classe, il faut qu'ils s'aiment un peu plus quand ils partent le soir.
J'ai été accueilli avec le sourire, et j'aimerais ça de savoir que vous êtes nombreux ce matin, que tous vos élèves arrivaient à la classe et disaient « C'est drôle aujourd'hui, il me semble qu'il y avait beaucoup de joie dans le sourire du prof. J'étais comme content de me voir, même si des fois je m'incommode, je ne sais pas quoi. Je pense qu'il ne fait pas peur, puis qu'il a le goût qu'on travaille ensemble. Puis moi, j'ai le goût aussi d'être correct. Si je fais des folies, ça sera correct. On ne va pas tout tolérer, mais j'apprendrai que quand je fais des folies, c'est que je dérange les autres, puis je m'aime un petit peu moins après. Juste conscientiser l'enfant. C'est un goût qu'on t'aime, aide-nous à t'aimer, on ne fait pas exprès. Parce qu'il y en a qui ont vécu des rejets, qui ont vécu des violences, psychologiques ou physiques. Et pour eux, c'est très difficile, parce qu'être aimé, ça veut dire me faire contrôler par d'autres. Et là, il faut qu'ils apprennent en éducation, c'est ça notre différenciation pédagogique. Lui, on l'aime pour qu'il apprenne à s'aimer, à se respecter, et pour devenir autonome. Et je rappelle brièvement les objectifs de l'éducation. Les vrais objectifs, c'est à ça qu'il faut retourner. Développer des jeunes intelligents. On a toujours, j'étais en 63 à la CSM quand on a créé le bureau de psychologie, j'étais le directeur, et on s'est mis tout de suite à appliquer des tests individuels, c'était trop long, des tests collectifs. On voulait tout de suite situer les quotients parce que dans la psychologie de l'époque, c'était quelque chose qui est stable, tu viens au monde avec ça, tu vas mourir avec ça, et on va essayer d'évaluer et de classer. Mais on a appris depuis que l'intelligence est vivant comme tout le reste, comme des muscles ou autre, c'est quelque chose qui se développe. Et ça se développe par des stimulations différentes selon le type d'intelligence. Mais un prof va se dire, dans une classe, mon objectif, c'est de rendre les jeunes plus intelligents. Ils vont partir plus intelligents le soir. Et si on dit à tous les jours, on réussit sur une semaine, on ne manquera pas. Mais ils rendent plus intelligents, plus capables de réfléchir, plus capables de penser, plus capables de maîtriser leur langage intérieur, sous forme de, ça peut être imagé ou avec des mots, plus capables de l'exprimer, et j'ajoute, parce que c'est extrêmement important, plus capables de méditer. Il faut qu'il y ait du temps et d'espace dans une école que les jeunes puissent méditer. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont toujours entourés de bruit, d'activités, ça bouge, la cafétéria, les récréations, les profs, les vestiaires, ça court partout. Tout à coup, quelqu'un dit, on va juste méditer, on va juste écouter du silence. On va juste écouter ce qu'il y a en dedans de nous. Et des fois, avec un peu de musique, ça peut aider. Vous allez vivre tantôt, vous allez voir. Mais juste ça. Se donner du temps de réflexion. L'école va redevenir un lieu où il y a du silence, où il y a du temps de réflexion, il y a du respect du silence comme un besoin. Et les jeunes ont de plus en plus besoin, dans les écouteurs, puis le métal et tout ça, le rap, ils ont besoin tout à coup, même s'ils deviennent un peu anxieux, d'écouter du silence, d'entendre rien, juste réaliser qu'ils sont vivants, qu'ils respirent et que c'est ça vivre. C'est être vivant et conscient. Alors développer des gens intelligents, développer chez les jeunes la capacité de coopération, d'expression, de communication, de créativité. Il faut amener les jeunes à parler le plus possible pour qu'ils expriment une pensée personnelle, originale et critique. Il faut développer ça très tôt, dès la primaire évidemment, le plus vite possible. Amener les jeunes à penser de façon personnelle et être capables d'exprimer. Les jeunes capables de coopération, c'est l'individualisme que je peux tu l'aides à retenir. Non. Apprends à aider les autres parce que toute ta vie, tu vas avoir besoin des autres. On ne pourra pas survivre, c'est plus une question de qualité de vie, on ne pourra pas survivre sur la planète. On ne pourra pas survivre comme humanité si on ne développe pas chez les jeunes et le respect et la coopération. La solidarité. Il y a 2 semaines, j'étais à une conférence dans une grange, dans une campagne à Saint-Malachie, de Bellechasse. Là-dessus, tu connais ça? Et moi, je suis allé. J'ai trouvé. Et c'était des jeunes qui sont pour les altermondialistes, une mondialisation du respect, de la solidarité, de la coopération, en opposition à d'autres mondialisations qui s'imposent de plus en plus. Et je trouve ça formidable. C'est des jeunes de 25, 30 ans, 35, qui ont des jeunes enfants qui se préoccupent des gens, mais qui voudraient que l'école, très tôt, développe chez nous des nouvelles valeurs, de nouveaux styles de vie, parce que notre qualité de vie et notre survie dépendent de notre façon de vivre différente. Arrêter de gaspiller, d'être en compétition, de consommer juste parce qu'il y a un vide intérieur avec lequel on n'est pas bien. De réapprendre à vivre une vie de joie et de qualité. Et c'est possible dans la classe, c'est possible dans l'école. C'est là que les jeunes doivent expérimenter ça, que c'est possible. Pas juste à l'extérieur, pas pour plus tard. Tu apprends à l'école
à vivre dans la joie, à apprendre dans la joie, à partager, puis à s'aimer assez pour exprimer de façon personnelle, ensuite la pensée, la créativité. Développer chez les jeunes des rapports de coopération, d'amitié, de tendresse aussi. Jouons pas avec les mots, là, mais il faut être capable d'aider les jeunes à vivre des rapports de tendresse et de respect. Et quand il y a des gens différents, quand il y a des EDA, comme on appelle, des enfants handicapés parmi eux, bravo, c'est une source d'apprentissage valable, c'est une richesse, parce que ça apprend qu'il y a des enfants différents, des enfants à respecter, à découvrir, à condition qu'on n'ait pas une approche qui les marginalise, qui les défavorise. Il ne suffit pas que les jeunes soient intégrés physiquement dans une case pour penser qu'on a réussi l'intégration. S'ils vivent ça mal, s'ils ont besoin tout à coup de se retrouver à part des autres, ensemble un petit peu, trouvons une organisation qu'il faut, mais non pas toujours dans des situations où ils se sentent inférieurs, marginalisés, dévalorisés, et on n'acceptera aucune violence verbale à leur égard. C'est ça l'intégration, c'est réussir des rapports de respect, de coopération et de tendresse entre des enfants différents. Et l'école secondaire alternative, dont on a parlé, l'école secondaire de vitrail, je l'ai appelé comme ça parce que dans un vitrail, vous connaissez ça, le vitrail est beau parce que chaque morceau est de forme et de couleur différentes. Et c'est dans la mesure où il demeure différent que le vitrail est beau. Si vous passez tout un morceau au blender, c'est bien fait, ça ne sera pas beau. Je ne dirais pas à quoi ça va ressembler, ou de faire des couleurs. Et en plus, j'ai dit aux jeunes, il y a un vitrail qui les représente, donc c'est un morceau. Et si on enlève ce morceau-là, vois-tu que tout le vitrail est moins beau. Et que quand tu n'es pas à l'école, l'école est moins belle, la classe est moins belle, parce que tu n'es pas là. Ils ne se sont jamais fait dire ça, et ça les émeut beaucoup, de dire tout le vitrail est moins beau quand tu n'es pas là. Et la preuve, on enlève le morceau, on le place. On dit quand tu deviens plus beau, tout le vitrail devient plus beau. On est beau, pas juste en soi, personnellement, on est beau parce qu'on fait partie d'un tout qui est beau, dont nous, les adultes, nous faisons partie, et ensemble, nous essayons de nous développer, nous épanouir le plus possible, et devenir le plus beau possible. On a un témoignage, on a des valeurs à incarner. Et vous avez sûrement vu déjà des dominos, tu sais, qu'on met debout, ça prend beaucoup de temps, on les place comme il faut, ça coûte un puis naturel, puis ça part tout rendu, ça va. Bon. J'ai vu ça une fois et je suis resté un petit peu plus longtemps. Et tout à coup, au bout d'une des rangées, j'ai vu un domino qui dit, moi je ne passais pas ma vie à terre. J'ai décidé de se relever. C'était forçant, surtout quand au milieu, il commençait à lever l'autre, c'est encore plus forçant. Mais il a réussi. Et tout à coup, c'est un spectacle extraordinaire. Tous les morceaux de domino étaient debout. Parce qu'il y en avait un ou d'une rangée qui avait commencé, un autre un peu plus loin. Mais j'aimerais ça qu'à votre commission scolaire, devant votre DGA, que vous soyez tous des dominos qui se lèvent debout, en disant je vais enseigner de la manière qui me convient, pour laquelle j'ai des compétences et pour laquelle j'ai aussi l'aide et le support et de la direction et des services et de la commission. Mais à partir de maintenant, si ce n'était pas fait, je vais être éducateur à ma manière, je vais être enseignant à ma manière, à moi. Au fond, je vais respecter mes différences individuelles et ce sera agréable et plaisant de respecter celles des enfants. La différenciation pédagogique, elle commence au niveau des enseignants. Ce n'est pas une question de technique, de kit, d'approche et de programme, de conditionnement. C'est juste une approche d'affirmation de son identité. Et j'aimerais ça qu'on dise, nous allons faire notre réforme, celle à laquelle nous croyons, une réforme qui va réapprendre aux jeunes à vivre bien et à devenir de plus en plus compétents, parce qu'il faut être compétent pour mieux comprendre le monde, pour mieux s'y adapter, et surtout pour contribuer à améliorer cette société. Et moi, je pense que ça devient un objectif formidable qui peut être discuté dans une classe avec les jeunes. On peut se donner un projet collectif de classe. Nous allons contribuer nous-mêmes à rendre le monde meilleur. Non pas on va rentrer les jeunes de force, l'école est là pour rentrer les jeunes dans le système, elle est là aussi pour préparer un système différent. Alors, quand je parle de changer la société, bien sûr qu'il y a du monde sérieux, il y en a parmi vous qui vont dire, c'est utopique, mais si ça vous fait du bien. Mais je regrette, c'est pas plus utopique de chercher à maintenir la société qui est là que de chercher à la changer. C'est juste que c'est plus facile.
L'utopie, c'est ceux qui croient que tout va s'arranger tout seul, qu'on va y aller tranquillement, pas à pas, etc. Il y a urgence, on est sur un Titanic, il ne faut pas de cela dire, au point de vue de la planète, au point de vue de la qualité humaine, le nombre de personnes qui deviennent malades, stressées, cancer et toutes les formes de maladie, Alzheimer et autres. Il faut que ça arrête à quelque part. Ça va arrêter par la prévention. Ça va arrêter quand, dans nos objectifs d'éducation, on mettra aussi développer les jeunes en santé physique, en santé mentale et en santé spirituelle. Alors, donc, on ne peut pas jouer avec les mots. Santé physique, aider les jeunes à respecter un peu plus leur santé. Une petite anecdote, je pense que j'ai le temps si je me dépêche. J'avais à l'école des vitrailles un jour, je voyais des jeunes qui fumaient un joint le matin, parce que ça se fait beaucoup là et ailleurs. Et là, je trouve ça curieux. Tu sais, on fait une école, milieu de santé, milieu de vie, puis les jeunes arrivent, il me semble que c'est de bonheur, et puis ça se met avec un joint. Je ne sais pas si c'est meilleur plus tard, je vais m'essayer. Je trouvais ça de bonheur. 2 jours après, je vais à l'école, puis je vois des jeunes qui arrivent avec un litre d'eau à 10, jus d'orange. Et puis, c'est fort mon affaire. J'étais fier de ma pensée magique. C'est ça extraordinaire, de changer comme ça un comportement. Jusqu'à temps que tout à coup, ça se met à rire un petit peu plus fort. Puis d'un qui allait voir, il avait mis un tiers de vodka dans leur jus d'orange. Il y avait la santé et le fun en plus. Quand des jeunes sont capables d'humour comme ça, je trouve ça extraordinaire. C'était pas un affront, c'est une belle occasion de discuter de tout ce que vient d'adolescents, des adultes, comment est-ce qu'ils vivent ça, nos incohérences à nous. Tu prends le bière, il n'y a jamais personne qui a prouvé que ça donnait l'appétit, ça. Puis un coke, ça ne donne pas l'appétit, c'est fou. Là. Les jeunes sont très sensibles, dès le niveau primaire maintenant, parce qu'on est de moins en moins jeunes, nos jeunes, dès le niveau primaire, sont très sensibles à nos incohérences. Ils sont très sensibles quand tu fais une espèce de discours auquel tu ne crois pas toi-même, puis que tu n'appliques pas dans la pratique. Ils nous mettent sur le nez, qu'on n'aime pas ça, évidemment. On a le butin pour se venger, là. Mais... il réinvestit sa compréhension dans les textes lus ou entendus en langue seconde, etc. Bon. Les jeunes en santé, de ce que je parlais, jus d'orange, l'humour, oui, il faudrait que ce soit un milieu agréable, l'école, agréable pour vous. Puis quand on n'a pas du fun dans les classe, les jeunes ils sentent ça, puis ils ont le goût aussi. Puis ils ont le goût de faire des choses, puis ils apprennent à se déplacer, à se regrouper, surtout si vous allez tranquillement vers du multi-âge. C'est pour moi, c'est extraordinaire comme milieu que ça crée. Mais tranquillement aller vers l'intégration des différents, mais aussi du multi-âge, où les jeunes se mettent à travailler en milieu en coopération. Et une classe idéale, c'est une classe où le professeur n'enseigne pas. Je ne voudrais pas que ça vous blesse, mais si l'approche pédagogique la moins efficace, ça fait des années qu'on le dit, que l'enseignement n'est pas la bonne approche. C'est l'apprentissage, c'est comment être stimulant, médiateur d'apprentissage, aider les jeunes à apprendre par eux-mêmes, sont capables de lire, ils ont besoin d'une explication, ne passe pas tout le programme, réapprend pas tout le programme. On n'est pas là pour lire à haute voix ce qui est écrit dans le livre. Mais c'est sécurisant quand il dit ça à l'époque, on pourrait enlever le programme, et il y en a beaucoup qui ont eu peur. Oui, mais demain matin, je fais quoi? Mais demain matin, tu rencontres des jeunes, puis tu organises ta journée avec eux autres. Oui, mais tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Tu réorganises ta journée parce que c'est dérangé par un imprévu, je ne sais pas quoi. Tu apprends à t'organiser. C'est sécurisant d'avoir un programme, c'est sécurisant d'aller par chapitre, d'avoir l'impression, si on l'a vu, et si on ne l'a pas vu, si on veut voir encore. Et je considère peut-être à tort, et j'aimerais ça que ce soit à tort, que les enseignants sont des professionnels qu'on a rendus insécures. En prenant trop de temps de probation, puis d'encadrement, puis de surveillance, puis de promotion, qu'on finit par dire, écoute, je suis bon quand je ressemble à l'autre et qui m'évalue. Vous savez, malgré nous, on a l'impression qu'il faut reproduire des modèles au lieu de favoriser notre propre créativité. Alors j'aimerais ça que les enseignants se disent, moi je perds, je veux dire prends, mais ce que je pense de la tête, c'est que je perds. Moi je prends du temps pour enseigner, pour transmettre des contenus, pour expliquer à tout le monde, en même temps, de la même manière, une notion, ce qui est une négation des différences individuelles, en partant. Plus je vais avoir du temps pour aider des groupes à comprendre quelque chose, puis à découvrir, à construire le savoir. Le savoir, il ne se transmet pas. Il est dans le livre, ils peuvent aller dans le livre,
Puis ils peuvent aller sur l'ordinateur maintenant, puis ils trouvent tous les programmes. C'est pas ça le problème, c'est les amener à penser, à réfléchir, à développer des structures cognitives. Et ça aussi, ça s'évalue. Ça ne se quantifie pas, mais il faut aller en éducation vers une évaluation qui ne se traduit pas par des chiffres. Un être humain, tu ne mets pas de chiffres là-dessus. Par respect pour l'être humain et pour éviter de penser bêtement qu'on peut mesurer, quantifier, je ne sais pas, ça n'a pas de bon sens. Il faut une évaluation qui peut mesurer des performances. Il en faut quand on est rendu là. Les jeunes, ça serait le fun que vous sachiez, vous êtes capable de lire comme il faut, écrire comme il faut, puis on peut prendre des textes, ou prendre un de leurs textes, aller vérifier, puis montrer qu'un texte comme ça, on ne peut pas publier ça. Parce qu'il y a des normes, il y a des règles à respecter. Et là, l'enfant apprend que les règles de grammaire, c'est lié au contenu, c'est pour être compris des autres, c'est pour pas avoir 10 sur 10 ou 8 sur 10. Ça, ils apprennent ça tranquillement. Ils apprennent à penser, ils apprennent à t'exprimer. Là, il paraît qu'on est allé trop loin dans le verbal, il faut venir à l'écrit, tout ça. On n'est pas allé nulle part, au fond, on a couru dans tous les sens. On s'est agité beaucoup. Là, on va retrouver c'est quoi nos priorités. La priorité, c'est l'apprentissage. Une approche centrée sur l'apprentissage et une approche centrée sur la relation éducative. On éduque que les gens avec qui on est en relation. Et c'est ça votre métier. Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui est le plus stimulant en fond. C'est ça qui va vous rendre le plus heureux, d'être capable de stimuler les jeunes, d'être vrai, et d'être capable de dire, et aux jeunes, et avec les parents, et ensemble, comme faites l'évaluation, ils rencontrent les enfants devraient être là, tous les progrès qu'ils font. Et un professeur devrait évaluer en disant, cette année, j'ai 95%, c'est-à-dire que j'ai réussi à développer, à aider 95% de mes jeunes. C'est ça qu'on devrait évaluer. Tu as aidé combien de monde dans ta classe? Ils n'ont pas quelle est leur moyenne, il faut savoir ça. J'en ai aidé beaucoup. Il y en a avec qui j'ai eu plus de difficultés. Et là, tout à coup, vis-à-vis certains avec qui il est plus difficile d'entrer en relation, parce que les différences individuelles, ça rejoint nos affaires, puis des fois, on a des peut-être pas des antipathies, mais il y en a avec qui on n'a pas d'atome crochu. Mais ça se peut que l'autre prof à côté dans l'équipe, il y en a une qui est capable, puis ça serait le fun que tu le rencontres, puis peut-être qu'on devienne complémentaires les uns avec les autres et non pas en compétition. Et que les jeunes se fassent aider par la personne qui est la plus proche, la plus capable d'aider à progresser. Puis c'est ça qu'on évalue et qu'on l'aide. J'évalue, je ne quantifie pas, j'évalue les progrès réels du jeune quand j'augmente son désir de être, de continuer à être, donc de vivre, se développer, de devenir de plus en plus capable, compétent, capable de maîtriser des modes de communication artistique, informatique, littéraire, culturelle et autres. Au fond, quand on l'ouvre à la vie et que la vie rentre dans l'école, que l'école est de moins en moins un milieu fermé. Et tout ça parce qu'actuellement, ce qu'on nous pousse à faire, et il faut résister, c'est de transmettre les valeurs du système industriel, la performance à tout prix, au risque de la perte de santé comme les adultes, la compétition, dépasser les autres, l'intolérance, beaucoup de violence. Et ça, il faut que ça arrête là. Entre les personnes, il faut que ça arrête entre les pays, et il faut que ça arrête tout de suite. Et on n'aura pas des jeunes qui seront capables de fonctionner différemment si à l'école tout de suite, on ne commence pas autrement. Il faut que l'école soit une génération en avant de ce qui se passe dans le monde et non pas reproduire puis adapter les jeunes du système qui sont là. Je pense que c'est Georges Bernard Shaw qui disait l'être responsable s'adapte au monde qui l'entoure. Non, l'être raisonnable. Et l'être déraisonnable s'entête à changer le monde, à essayer de changer le monde. Tout progrès vient donc de l'être déraisonnable. C'est le fun, ça nous disait du coup. On n'est pas là juste pour s'adapter à l'environnement, on est là pour l'enrichir et pour nous-mêmes être une contribution à la société. Et que les jeunes soient capables de dire, j'aime ça cette question-là, qu'est-ce que je voudrais apporter dans la société? Je voudrais servir à quoi? Être quoi en plus d'être beau et moi-même? Et là, on crée des projets à long terme, des objectifs qui peuvent changer, mais le jeune découvre qu'aller à l'école, c'est se préparer à réaliser ses rêves. Et des fois, je dis aux jeunes, ou même à vous, réveillez-vous et dépêchez-vous de rêver. Il faut retrouver nous-mêmes des rêves. C'est un facteur de santé mentale, santé physique, dormir et rêver, mais santé mentale comme éducateur, d'avoir des rêves. I have a dream. De ces jeunes-là, ils vont partir d'ici plus beau, plus grand, plus vrai. Et ça aurait été ça ma contribution, le plaisir que j'aurais à vivre. Alors, il faut développer des valeurs, des attitudes différentes, développer chez les jeunes le respect, la coopération, tolérance, évidemment, l'amitié, le partage, la responsabilité individuelle et collective. Il faut qu'un jeune développe des responsabilités. Il faut qu'il y ait des vrais choix à faire, des vraies responsabilités à prendre chez vous, des vraies décisions à prendre qui le concernent d'abord, son univers scolaire, sa vie à lui, et progressivement concernent les autres, concernent l'école et la société.
Et pour vous aider à visualiser, je trouve que c'est extraordinaire, on a parlé tantôt de méditation, on va prendre 4 minutes et demie après ma petite histoire pour juste visualiser, c'est-à-dire essayer de voir qu'on a ce pouvoir et cette responsabilité professionnelle et sociale de contribuer à créer une société différente, plus en santé, plus saine, plus conviviale, plus joyeuse. On a cette mission-là, c'est ça notre défi. Alors je vous raconte donc une parabole, quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps, en 1190 à peu près. L'humanité vivait une période très difficile, très sombre, très déprimée de son histoire. Les gens n'avaient plus de plaisir à vivre, il n'y avait plus de plaisir à travailler, il n'y avait plus le goût de faire d'enfants. Certains ont dit qu'il faut qu'on retrouve quelque chose qui nous redonnerait un peu d'enthousiasme. On a cherché, chacun a suivi différents projets, et il y a un projet qui a fait consensus, un projet utopique dans le fond à l'époque, en 1990, celui de bâtir une belle et immense cathédrale. Et c'est ça qui a été accepté comme projet collectif. Alors, chacun a apporté un peu son idée sur les plans, et à partir de ça, on a construit les plans d'une très belle cathédrale. Et on s'est demandé où est-ce qu'on pourrait la bâtir. Les gens ont cherché, se sont promenés, et un jour, certains sont arrivés en disant, on vient de trouver un endroit extraordinaire qui est très plat, qui va nous permettre de voir de loin la cathédrale avec ses clochers orientés vers le soleil et vers le ciel. Et c'était à Chartres. Alors les gens se sont rendus à Chartres, et là, ils n'ont pas découvert de pierre, il n'y avait rien là. Ils se sont mis à chercher où est-ce qu'on pourrait trouver des pierres, des carrières. Ils en ont trouvé 2, une au nord et une au sud. Au sud, le travail a commencé très rapidement. Les gens étaient ambitieux, il y avait le projet en tête, puis il était performant. Alors on a commencé à creuser, à dégager les pierres, à les tailler, ça progressait rapidement. Et un jour, certains ont dit, mais ça nous dérange beaucoup que les enfants circulent pendant qu'on travaille. D'abord, c'est dangereux, puis ensuite, ça nous retarde, etc. Fait qu'on doit éloigner les enfants. Et on a continué à travailler. Et un autre jour, on a dit, là maintenant, ce sont les adolescents qui nous dérangent, avec leur remise en question, leur critique. Et pourquoi faire une cathédrale qu'ils ne verront jamais de leur vivant? Ça prenait plus de 60 ans pour bâtir ça. Et comment fait qu'on s'y prend comme ça au lieu de, etc. Fait qu'on a dit, on a éloigné les adolescents et on leur a fait apprendre des choses par cœur. Et le travail continuait toujours. Et un jour aussi, les hommes se sont dit, il y a des personnes âgées qui viennent encore travailler, puis ils ne travaillent pas au même rythme, il y en a qui arrivent en retard, il y en a qui se blessent, il y en a qui écorchent un peu les pierres. Il me semble qu'ils mériteraient de se reposer, c'est ce qu'on a demandé aux personnes âgées de s'éloigner, ce qu'elles ont fait aussi. Et le travail continue à progresser. Et un jour, il est arrivé ce qu'on peut soupçonner facilement, j'imagine que vous êtes déjà rendu là, qu'il y en a qui ont dit, ben, il y a aussi les femmes qui dérangent. Il y en a qui parlent trop, il y en a qui arrivent en retard. Il y en a qui sont trop perfectionnistes. On a même vu qu'ils se maquillaient en 2 roches. Puis il y en a, on dirait qu'ils font exprès pour circuler, ils n'ont pas à faire une forme, ils circulent, ils dérangent les hommes. Les hommes seraient plus concentrés sur la tâche et plus productifs. Si on demandait aux femmes d'aller plus s'occuper des jeunes, des enfants, des adolescents, des personnes âgées, et pas d'elles-mêmes, évidemment. Et quand on demandait à ces gens, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, les hommes répondaient, nous taillons de la pierre, c'est un métier qui est dur, qui est forçant, et c'est comme ça qu'on gagne notre vie, le pain de la famille. Dans la carrière du Nord, c'est autrement que ça se passait. Les enfants étaient là, circulaient, jouaient, puis jouaient des tours. Et les gens aimaient beaucoup que ces enfants soient là, parce qu'ils disaient que c'était un peu pour eux qu'on bâtit la cathédrale. Ils les connaissaient, puis ils savaient leur nom, puis ils étaient contents de les voir, ils étaient à côté avec eux autres. Les adolescents aussi étaient bien accueillis, parce que on trouvait qu'ils souvent, il y avait des idées qui étaient bonnes, quand même. Et d'autres ont dit, quand ils critiquent, peut-être c'est leur façon à eux de s'approprier le projet collectif. Quant aux personnes âgées, on trouvait ça beau et émouvant d'y voir arriver tous les jours, clopin clopin avec leur petite bouteille d'eau chaude, et qui s'en venaient et qui continuaient à tailler des pierres doucement, et qui les taillaient avec tellement d'affection, de tendresse, que les pierres étaient belles comme des peines de ménage, on pouvait les connaître, il n'y avait pas besoin d'y signer. Et il y avait certaines personnes âgées qui avaient commencé aussi à travailler le bois, à préparer le bois qui servirait
pour l'autel, la balustrade, la chaire, le confessionnal. Quant aux femmes, bien sûr, qui travaillaient avec tout le monde, en harmonie avec tout le monde. Et il y en a qui taillaient la pierre, d'autres avaient commencé à travailler le bois, et d'autres, en fait, avaient commencé à préparer les vitraux, les fameux vitraux de Chartres, uniques au monde, un bleu qu'on n'a pas pu reproduire, et ces vitraux extraordinaires. Et quand on demandait à tous ces gens, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ils répondaient, nous créons de la beauté. Et c'est ça qui donne un sens à notre vie. Et cette cathédrale, ils y travaillaient parce qu'ils y croyaient. Et ils y croyaient d'autant plus qu'ils y travaillaient justement. Ce qui est un peu surprenant, j'imagine pour vous comme pour moi, c'est qu'à l'époque, en 1190, il y avait déjà des journées pédagogiques. On n'a rien inventé. Alors quand il y avait des journées pédagogiques, dans les carrières du Sud, on faisait venir des spécialistes. On va avaler ça, je pense. Et il y avait deux sortes de spécialistes. Il y avait les spécialistes dans la taille de la pierre. Et ces gens-là avaient observé méticuleusement que dans la taille d'une pierre, il y a différentes étapes. Il y en a qui sont meilleurs dans une étape que dans l'autre, de sorte que si on partageait le travail, si on le taylorisait, qui disait déjà, si on le taylorisait, peut-être qu'on produirait plus. Et effectivement, ça a été plus vite. Mais c'était plus autant leur pierre. C'était plus autant leur cathédrale. Et il y avait parmi les autres spécialistes, des spécialistes en gestion des ressources humaines. Alors, eux avaient observé aussi, parce qu'ils sont payés pour ça, il y en a pas ici, je regarde ça. Avaient observé que certains étaient plus motivés, plus productifs que d'autres, plus performants. Et on s'est dit, si on pouvait leur donner un bonus discrètement, mais quand même ça paraît, peut-être que ça va stimuler tout le monde à travailler plus vite et plus fort. Et c'est ce qui est arrivé. Mais le climat a changé. C'était de l'individualisme, c'était de la compétition. Il y avait des chicanes entre les belles-sœurs. Il y avait des pierres qui disparaissaient la nuit. Dans la carrière du Nord, quand il y avait des journées pédagogiques, c'était la fête. Tout le monde partait, les jeunes, les vieux, les enfants, les animaux. Tout le monde s'en allait à Chartres. À Chartres, il n'y avait rien. Il y avait du sable, des petits arbustes. Mais ils allaient voir là la cathédrale qu'ils portaient dans leur cœur. Ils allaient voir là cette cathédrale à laquelle ils travaillaient tous les jours. Cette cathédrale qui donnait un sens à leur vie. Et ça leur faisait du bien de voir sur place, avec leurs yeux intérieurs, cette cathédrale et de voir qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas, mais qui aimaient quand même. Des gens qui viendraient un jour entourés de beauté, réfléchir, méditer, prier. Et le soir, les gens faisaient un feu de camp et quelqu'un leur a dit, on ne sait pas si c'était un poète ou un prophète, mais non seulement on peut voir la cathédrale parce qu'ils envoyaient de leurs yeux, mais on peut aussi penser que dans 500 ou 600 ans, il va y avoir des gens extraordinaires qui vont composer de la musique comme Bach ou Mozart. Ils ont réussi à leur faire entendre cette musique aussi. Et il y a un morceau que les gens aimaient beaucoup, beaucoup, parce que ça leur faisait du bien de l'écouter en pensant à leur cathédrale. Et c'était le Laudate Dominum de Mozart. Et je vous invite à l'écouter en pensant à cette société qu'ensemble on peut construire. Il m'arrive parfois, j'imagine que vous savez, il m'arrive parfois de rentrer chez moi le soir un petit peu fatigué et des fois un peu déprimé aussi parce que je trouve que les changements qui sont pourtant urgents sont tellement longs, tellement difficiles à faire. La vraie réforme, celle dont les jeunes ont besoin, est tellement lente à venir. Alors, des fois quand je commence à avoir peur de ne plus croire moi-même à mes rêves, je me dépêche, j'écoute le Laudate Dominum et je me dis, coudonc, y a-t-il une cathédrale à Chartres? Je vous remercie.